11h31, on va laisser quelques instants pour voir les invités arriver progressivement. Parfait. Merci à tous déjà de vous être connectés pour cette session d'information concernant la mesure de repérage des adultes en institution. On va commencer doucement par se présenter, ce qui laissera le temps aux derniers invités d'arriver. Donc, je vous propose de commencer par une présentation. Moi, je suis Julie Bellambert, je suis médecin psychiatre, je suis la coordinatrice régionale du Centre Ressources Autisme Pays de la Loire et je suis en charge de la mesure de repérage depuis déjà 2 ans au niveau CRA pour le Pays de la Loire. Je vais passer la parole à mon collègue, Monsieur Lépine. Donc, Jules Lépine, moi je suis psychologue sur le CRA des Pays de la Loire et je suis membre de l'équipe support de repérage des adultes. Madame Dialzua, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, je suis Claire de Algia, je suis référente régionale à l'ARS euh, autisme PMD et en fait, je travaille au sein du département parcours des personnes en situation de handicap au siège de l'ARS à Nantes en lien avec le docteur Vivant. Bonjour, je suis Laure Albertini et je suis conseillère à la délégation interministérielle troubles du neurodéveloppement, en charge pendant la première stratégie de la mesure 37 et là en transition sur les volets adultes puisque je reprends pour ma part le volet enfant, donc voilà. Mais en tous les cas, on en redira quelques mots après sur la place de cette mesure dans la nouvelle stratégie. Super, merci beaucoup. On va vous proposer un petit sondage pour savoir un peu d'où on part pour commencer ce webinaire. Donc, ma collègue va lancer les sondages et comme vous ne verrez pas forcément les résultats apparaître, on va les commenter au fur et à mesure. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de la mesure de repérage des adultes en institution avant la communication de l'ARS de fin 2023? Vous avez le choix de répondre oui ou non. Alors, il y a une majorité de oui qui apparaît, qui s'équilibre avec le non. Ok. Donc, c'est bien, on a des nouveaux et puis des anciens qui vont compléter les informations si nécessaire à la fin. Parfait. Donc, je partage les résultats. À 55, je pense qu'on n'aurait pas pu faire plus équilibré. Impeccable. Donc, on va partir du contexte de la mesure de repérage et aller ensuite sur vraiment la méthodologie qui va être attendue par les établissements et les binômes, voir comment le CRA intervient pour après vous laisser la place à des questions. Tous vos micros sont fermés et au moment des questions, on ouvrira progressivement le micro des personnes qui lèveront la main, vous n'aurez rien à faire. Donc, en introduction et en contexte, il faut voir que la première stratégie nationale autisme et TND de 2018 faisait aussi écho aux avancées scientifiques concernant les troubles du neurodéveloppement. On sait que quand on parle de troubles du neurodéveloppement, on parle de l'expression symptomatique d'une mise en place un peu différente au niveau cérébral. Et donc, c'est les symptômes qu'on observe qui nous permettent de retenir tel ou tel diagnostic de trouble du neurodéveloppement. Et on sait qu'il y a des points communs entre, par exemple, le trouble du développement intellectuel et le trouble du spectre de l'autisme. Et c'est ce distinguo-là qui va aussi être recherché pour que la spécificité de l'autisme puisse être suffisamment comprise et accompagnée pour ces personnes qui n'auraient pas eu le diagnostic au préalable. La nouvelle stratégie 2023-2027 a réactualisé les données épidémiologiques au niveau scientifique. Donc, on sait maintenant que les TND sont des troubles assez fréquents, puisque environ 1 personne sur 6 est concernée par un trouble du neurodéveloppement ou par plusieurs. Quand on dit 1 personne sur 6, souvent il y a des associations de TND. Et si on fait un focus sur le trouble du spectre de l'autisme, on arrive à 1 à 2% de la population générale. Donc on est loin d'une maladie rare et plutôt d'un trouble rare. Et on sait que ce handicap a souvent été sous-diagnostiqué ces dernières années, puisque les classifications ont évolué et les terminologies
ne correspondent pas forcément à ce qu'on attend aujourd'hui d'un trouble du spectre de l'autisme. Si on fait un focus de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, on voit que les troubles sont globalement très présents. Le trouble du spectre de l'autisme est très fréquemment associé à d'autres troubles, comme le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais également le trouble du développement intellectuel. Et cette nouvelle stratégie parle de trouble 10, même si ces termes n'apparaissent pas dans les classifications, puisque c'est une appellation très utilisée en ce qui concerne notamment les écrits français. Donc, pour pouvoir vous y retrouver, j'ai mis une petite astérix à ce qui peut correspondre à un trouble 10 dans la terminologie habituelle des équipes. Donc là, c'est un récapitulatif, hein. 1 à 2% de troubles du spectre de l'autisme, presque 6% de TDAH chez les enfants et 3% chez les adultes, et 1% de la population avec TDI. Si on regarde l'évolution entre la première et la deuxième stratégie, Madame Albertini pourra nous en parler davantage. On voit en tout cas que le volet adulte a été vraiment souligné avec le besoin d'accompagnement spécifique, que ce soit avec un repérage ou des mesures d'accompagnement adaptées au profil de ces personnes. Je me permets du coup de vous laisser la parole sur cette ambition 2 qui est devenue engagement 2. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, en effet, comme ça vient d'être dit, cette ambition du repérage des adultes en établissement est une mesure qui est extrêmement stratégique et qui donc, bien sûr, se poursuit dans le cadre de la stratégie suivante. Comme ça vient d'être dit, qui met l'accent sur la spécificité des accompagnements, l'intensivité des accompagnements à tous les âges d'ailleurs du parcours, mais notamment pour les adultes, et qui met aussi l'accent beaucoup sur les éléments de qualité des accompagnements et d'amélioration des pratiques professionnelles qui doivent s'y référer. Et donc, dans ce cadre-là, cette mesure dont il faut rappeler les objectifs, hein, qui étaient vraiment à la fois d'améliorer le repérage et de comprendre mieux où se situent ces personnes qui n'ont pas toujours pu bénéficier de diagnostics, puisque pour un certain nombre d'entre elles, déjà accompagnées depuis très longtemps, soit en établissement sanitaire, soit en établissement médico-social, et nécessitant que soit réactualisé leur diagnostic, donc pour pouvoir mettre en place des accompagnements plus adaptés, voire éventuellement, le cas échéant aussi, proposer une orientation vers des lieux ou des établissements plus adaptés à ces profils-là. Voilà, mais aussi dans ce cadre-là, ce faisant, de pouvoir former aussi les équipes à la compréhension de ce que sont les TND et notamment le TSA-TDI, qui est plus particulièrement visé là, afin de permettre aussi de rendre plus à l'aise les équipes dans à la fois pour l'ensemble des personnes accompagnées, de leur permettre de pouvoir mieux repérer et puis de pouvoir mieux accompagner aussi. Voilà, donc c'est un peu le double, je dirais, le double effet, le double objectif de cette mesure-là, évidemment avec en arrière-fond, surtout dans la première stratégie qui avait été mise en avant, mais qui est quand même repris aussi dans la nouvelle par le président de la République, des enjeux derrière de dignité et des enjeux de société. Voilà, sachant qu'au départ, cette mesure, elle a un tout petit peu évolué aussi dans le sens où évidemment, on voit bien qu'elle, de par la technicité qu'elle requiert, hein, et la coopération entre à la fois les CRA et puis les acteurs de terrain, on voit que ce n'est pas facile, bien sûr, toujours à mettre en place, que c'est une mesure qui a subi aussi des retards et des difficultés liées à la crise Covid qui a éloigné tout le monde
raison d'un certain nombre d'objectifs qui sont apparus comme, bien entendu, moins prioritaires au regard de la crise qui sévissait en France et notamment dans le système sanitaire, bien entendu, et dans le système médico-social. Pour autant, c'est une mesure qui nécessite, dans cette coopération-là, une implication forte et qui a permis de montrer quand même que je dirais la partie quantitative de l'ambition du repérage qui avait pu aussi être mise sur comme un des objectifs au départ, eh bien peine à atteindre sa cible. C'est-à-dire que c'est pas tellement une mesure qui permet vraiment de comptabiliser, de donner une vision statistique du nombre de personnes qui ont un diagnostic TSA-TDI dans les établissements. Du dire, hein, on a fait plusieurs retours d'expérience sur cette mesure-là qui ont montré qu'en réalité, le principal bénéfice de cette mesure et vraiment l'impact le plus fort résidait plutôt justement dans le développement d'une coopération d'abord plus forte entre les CRA et les établissements et aussi dans justement la démarche de formation et de sensibilisation qui en découle et la satisfaction que les équipes qui ont pu s'engager dans cette démarche en retirent également puisqu'ils se sentent aussi mieux confortés dans leur pratique professionnelle. Et ça, c'est quand même des éléments extrêmement positifs dans cette mesure-là. On peut peut-être ajouter aussi que, eh bien, en cela, cette mesure contribue, alors bien sûr, à apporter une part dans ce qu'on appelle le rattrapage diagnostique, puisque l'on sait que dans la population générale, hors personnes accueillies en établissement, on a un sujet d'accompagner au diagnostic un certain nombre de personnes qui d'ailleurs a un impact non négligeable sur les CRA, mais ça c'est un autre sujet. Donc cette mesure-là prend sa part évidemment de contribution dans le rattrapage diagnostique. Mais aussi elle prend sa part dans l'évolution et la transformation de l'offre médico-sociale, puisqu'elle peut permettre aussi d'améliorer l'accueil des personnes dans un certain nombre d'établissements où elles se trouvent et peut-être éventuellement aussi de trouver des aménagements qui soient un peu mieux ajustés au profil de ces personnes. Donc voilà, et ça c'est une ambition au global, qui concerne toutes les personnes handicapées, mais évidemment qui concerne aussi les personnes TSA, TDI dans la nécessaire évolution des accompagnements que l'on doit proposer aux personnes dans des unités plus petites, avec des communautés professionnelles organisées, structurées différemment, dans lesquelles d'ailleurs les professionnels doivent pouvoir mieux se retrouver, et on peut montrer aussi que eh bien dans les établissements dans lesquels les démarches de formation et de qualité sont promues, il y a une plus grande attractivité aussi au sein de ces équipes-là. Voilà, donc c'est tout un ensemble de gains, je dirais, dans la mise en place de cette mesure de repérage qui pourrait, qui est, je dirais, une sorte d'arbre qui cache la forêt d'éléments extrêmement positifs. Et donc, voilà, je ne peux que vous encourager dans la mise en œuvre de cette mesure qui, nous le savons, est exigeante. Et nous vous remercions pour les efforts et votre implication à pouvoir vous engager dans cette démarche qui est absolument stratégique dans cette nouvelle stratégie, à l'instar de ce qu'elle était déjà dans la précédente. Et je vous remercie pour votre attention et je m'excuse par avance parce que je ne vais pas pouvoir rester dans ce webinaire, bien malheureusement, parce que j'apprécie beaucoup de cette participation et je vous remercie et je remercie Julie Bellambert pour son invitation et à participer à ce webinaire qui est tout à fait essentiel. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous en tout cas de votre intervention, qui remet le cadre aussi là, de cette mesure de repérage pour les adultes, mais aussi pour les équipes d'accompagnement d'une façon générale. Ok. Donc, je suis à votre disposition, bien sûr, s'il y a des questions. Julie, notamment, me les fera suivre, bien entendu. Et je vous souhaite une très bonne fin de webinaire. Merci en tout cas de votre présence. Bonne fin. Je vous en prie. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Du coup, on poursuit sur
l'information et peut-être le côté plus pratico-pratique. Donc, les attentes qu'on peut retrouver dans cette démarche de repérage, c'est pour la personne avec autisme notamment, d'ajuster si nécessaire le projet d'accompagnement pour répondre au plus près des besoins, d'améliorer bien sûr la qualité de vie et de prévenir surtout l'apparition de situations problématiques qu'on connaît bien dans les secteurs adultes. Pour les professionnels, ça va être un objectif de valoriser les compétences pour tout ce qui est déjà proposé dans l'accompagnement au quotidien, de pouvoir être accompagné pour ajuster les projets de la personne avec autisme et aussi de développer des réponses nouvelles en comprenant de façon spécifique les mécanismes qui amènent certains comportements chez les personnes avec autisme. Ça va être vraiment la compréhension des comportements pour pouvoir y répondre de façon plus ajustée. On peut vous parler déjà de l'expérience précédente, puisque ça fait déjà 2 ans que le CRA et de nombreuses structures sont engagées dans cette mesure de repérage. Si on vous situe un peu les choses dans le temps, il faut savoir qu'en effet, la stratégie nationale en 2018 mettait en avant le besoin du repérage de ces adultes en institution avec un trouble du spectre de l'autisme non diagnostiqué, puisque c'est aussi quelque chose qu'on pouvait constater lors de nos interventions avec les différentes équipes. Moi, j'ai participé avec le groupe adulte au niveau national à une réflexion sur la méthodologie possible concernant le repérage. Et l'ensemble des CRA a été formé à la méthodologie retenue en fin 2021 et on a pu, à partir de 2022, décliner du coup le repérage des adultes sur notre territoire avec la participation de l'ARS. À présent, on a formé 31 binômes avec des profils très variés. Ça va de personnes aides du quotidien à des coordinateurs de parcours, des médecins, des chefs de service, des psychologues, des psychomotriciens et d'autres profils de professionnels qui sont rattachés à des établissements différents, puisqu'on a à l'heure actuelle 47 établissements inscrits dans la mesure, avec des structures qui ne figurent pas forcément là dans le listing, puisque on a repris le listing officiel des mesures, des établissements qui devaient s'inscrire dans cette mesure, mais on a eu la chance d'avoir des structures hors listing initial qui se sont montrées intéressées par ce repérage. On a pu Donc, constituer Ah, du coup, une équipe support et Jules va nous la présenter. pardon. Donc, notre équipe support au CRA Pays de la Loire, elle est constituée de 6 professionnels. On a une médecin psychiatre, le docteur Bellambert. On a une chargée de mission qualité et projet. Et après, de façon scindée sur 2 hémi-régions, sur l'hémi-région ouest, nous avons donc un psychologue, moi-même, une éducatrice spécialisée qui est ici aussi sur le webinaire, et nous avons sur l'hémi-région est un éducateur spécialisé également et une infirmière. C'est-à-dire que c'est aussi des professionnels qui sont habitués à aller dans les établissements pour les évaluations et qui interviennent déjà sur les interventions d'accompagnement proposées par le CRA qui, du coup, partagent leur temps sur cette mesure de repérage. Peut-être que pour évoquer la stratégie nationale 2023-2027, Madame Delsa, je vous passe la parole sur justement les ambitions régionales. Oui, oui, alors, bon, c'est vrai que ça a déjà bien été déployé aussi bien par vous que par Laure Albertini. En fait, nous venons de l'évoquer, donc en passant de la mesure 37 à la mesure 12, la nouvelle stratégie, elle met vraiment l'accent sur la poursuite des actions vers les adultes, dont l'intensification du repérage. Donc, même si dans cette nouvelle stratégie, on peut aussi noter que la notion de repérage et de diagnostic englobe aussi désormais l'ensemble des TND dans les établissements dédiés aux enfants, avec l'objectif, bien sûr, de pouvoir mettre en place des interventions adaptées les plus précocement possible. Et on sait que c'est vraiment un axe important. Bon, ça ne concerne pas, en fait, l'objet de ce repérage, parce qu'on est sur le champ des adultes. Donc, ce qui ne change pas, c'est vraiment l'engagement fort de l'ARS, aux côtés de l'ARS dans cette démarche.
Et d'ailleurs, nous tenons, à l'ARS souligner vraiment le rôle clé des équipes du CRA dans cette dynamique avec, comme, Julie Bellambert vous l'a précisé, déjà 31 binômes formés, sur la région lors des premières saisons de la première saison et donc porté par le docteur Bellambert, le travail de qualité mené par cette équipe et structuré est vraiment un facteur essentiel, pour le succès de cette démarche. Donc il est important de rappeler que le repérage est fondamental avec un double enjeu. Il permet d'améliorer le plan d'accompagnement de la Quelques petits. personne. Elle se facilite bien sûr et donc la vie, donc enfin l'ARS et le CERA, on est bien conscient, hein, que cette démarche est vraiment chronophage, surtout au début et c'est pour cela qu'il est important que l'établissement s'engage avec une participation basée sur le volontariat. Et on peut souligner que cette démarche, elle pourra vraiment faire partie des objectifs, des CPOM, des contrats pluriannuels, d'objectifs et de moyens, signés avec les établissements, que nous finançons. Et donc en fait, pour la deuxième saison, donc on ne change pas, une dynamique, qui a bien fonctionné, donc la méthode choisie reste inchangée et nous sommes convaincus en fait que grâce à cette méthode collaborative et à l'engagement volontaire des établissements, nous pourrons maximiser l'impact positif et de ce repérage aussi bien, pour les personnes avec TSA que pour les professionnels. Et c'est vrai que vraiment l'objectif est que l'ensemble, des établissements, des ESMS et des établissements de santé mentale participent à cette démarche. D'ailleurs, certains établissements de santé mentale vont s'embarquer dans le bateau là et nous sommes vraiment ravis et nous l'encourageons fortement ainsi que des établissements, de la Mayenne qui n'avaient pas intégré la démarche, lors de la première saison. Ça contribue vraiment aussi à un maillage, régional et une montée en compétences, des équipes, et la constitution d'un réseau. Merci, Madame Delazia. Si je vous fais un récapitulatif de la mesure de ferrage en bref, hein, je vais aller dans le détail par la suite avec mes collègues, vous inquiétez pas, mais c'est pour vous donner un peu une vue d'ensemble. En gros, on a plusieurs phases dans ce qui est attendu par les binômes, par les établissements et par le centre ressources autisme. On a d'abord une phase de pré-repérage qui est du coup plutôt sur dossier. On n'a pas forcément besoin de l'accord de la famille et ou de la personne pour lancer ce pré-repérage. Et par contre, on a besoin de l'autorisation de la personne et de son représentant pour aller à la phase de repérage. L'équipe du CR1 est en fait interpellable à toutes les étapes d'une façon générale. Et vous voyez qu'à la fin, l'objectif n'est pas un diagnostic, mais un repérage, puisque le repérage suffit en fait à déjà dégager des axes d'accompagnement différents si nécessaire. Et c'est vraiment un repérage en vue d'une amélioration ou d'une validation de l'accompagnement qui est déjà proposé. Célia. Est-ce que vous êtes prêt, motivé et disponible pour pouvoir aller sur les détails techniques de cette mesure de pré-repérage et de repérage? Des réponses très rapides qui penchent du côté du oui. Bon, ça tombe bien. Sinon, faites quelques petits étirements parce qu'on va arriver sur la partie pratico-pratique. Voilà. Alors, si on regarde le pré-repérage, Est-ce que je diffuse les résultats ou je vous dis juste que l'ensemble des personnes qui ont répondu répondent positivement? J'imagine. Au niveau du pré-repérage, c'est vraiment plutôt une partie sur dossier, donc qui peut se faire en dehors de la présence du résident ou du patient. On va aller chercher ce qu'on appelle des signes d'appel, c'est-à-dire est-ce qu'on a déjà des symptômes qui sont évocateurs d'un trouble du spectre de l'autisme. Donc on a un listing de symptômes présents ou absents qui nous permet de dire déjà que l'équipe s'est questionnée sur cette possibilité-là. Et puis ensuite, on va aller fouiller dans le dossier quels diagnostics ont déjà été évoqués. Il faut savoir que les classifications évoluent là, ces 20-30 dernières années, et qu'on a parfois des surprises
importante quand on va éplucher les diagnostics qui ont déjà été posés, hein. Les binômes ont déjà pu nous faire remonter des diagnostics qui rentraient dans aucune grille qui avait été proposée. Donc, quand c'est comme ça, on est joignable pour savoir si, oui ou non, le premier diagnostic peut être évocateur d'un trouble du spectre de l'autisme. Je pense par exemple aux anciennes classifications qui pouvaient parler de psychose infantile, de dysharmonie, de handicap intellectuel avec trait autistique. Voilà, c'est des choses en tout cas qui vont mettre la puce à l'oreille sur un possible TSA qui n'a pas un étiquetage de trouble du spectre de l'autisme. Il faut savoir que quand un diagnostic a déjà été posé, on parle d'autisme ou de TSA, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans la mesure de repérage, sauf si l'équipe a besoin d'aide en accompagnement, auquel cas on a quand même des outils sur le centre ressources autisme pour venir en aide au niveau de l'accompagnement. Mais cette mesure vient vraiment cibler les personnes qui n'ont pas reçu ce diagnostic. Donc ça se fait sur dossier et ça prend au départ plus de temps, hein, parce qu'il faut avoir accès aux différents éléments. Mais une fois qu'on a le dossier dans les mains ou le référent de la personne, ça prend entre 5 et 10 minutes par questionnaire, avec une décision à la fin qui se fait très rapidement puisqu'on a un algorithme décisionnel. Et ça, c'est le binôme qui va s'organiser pour avoir accès à ces éléments-là. En ce qui concerne ensuite les phases de repérage, c'est-à-dire que le pré-repérage étant positif, on va aller vers le repérage. On a plusieurs évaluations possibles. Mon collègue va vous présenter le BITP et la MSE, et moi je vous parlerai du coup du GEVA et des critères du DSM-5. Donc le BITP, ça va être un questionnaire qui va se présenter sous format d'une page recto-verso. C'est assez court et ça va avoir pour objectif de retracer le parcours de la personne et on va y rechercher les caractéristiques de fonctionnement. À la fin de cette page recto-verso, vous allez avoir un petit encart qui va vous permettre de confirmer ou d'infirmer la suspicion d'autisme chez la personne. On va le voir sur la vignette suivante. En fait, le BITP va reprendre beaucoup de domaines, notamment le début supposé des troubles. Il va y avoir aussi tout un récap sur les événements autour de la grossesse, le parcours de vie, les diagnostics mentionnés. Ça va vous permettre vraiment d'avoir tout un tas d'éléments qui vont vous permettre plutôt de pencher vers un repérage suspecté ou un repérage écarté. Sachant qu'une partie du travail aura déjà été fait au pré-repérage. Donc, on sait qu'il y a pas mal d'outils où les éléments se superposent. Donc, on a aussi des éléments qui seront déjà récoltés au moment de la passation du BITP. La MSE, ça va être un outil qu'on va utiliser en présence de la personne concernée. Ça va être un outil qu'on va pouvoir coter. On a mis une durée de 20 à 30 minutes. Ça va dépendre effectivement de ce que vous allez pouvoir observer sur le temps avec la personne. Donc, ça va être un entretien clinique que vous allez avoir avec un membre de l'équipe éducative, une infirmière, peu importe, et avec la famille ou une personne qui connaît bien la personne concernée. Mais là, il faut vraiment que la personne pour qui le repérage se fait soit présente, parce que vous allez chercher, par exemple, des éléments concernant le contact visuel, concernant la réciprocité dans l'interaction, concernant les capacités à pointer ou au niveau de la gestuelle de la personne, concernant ses capacités langagières. Ça va vraiment vous permettre d'avoir des éléments sur tout ça. C'est utilisable pour les enfants ou pour les adultes avec ou sans trouble du développement intellectuel, tout en sachant que la spécificité, c'est que le seuil est différent en fonction de l'efficience intellectuelle de la personne. Le seuil est à 6 pour une personne qui présente un trouble du développement intellectuel et le seuil est à 5 quand il n'y a pas de trouble du développement intellectuel. Mais tout ça, c'est noté avec une petite fiche annexe qui explique comment se déroule la cotation de cet outil-là. L'avantage aussi de pouvoir être sensibilisé dans les établissements de santé mentale à des outils de repérage, c'est qu'ils peuvent être utilisés en dehors des personnes avec un trouble du développement intellectuel, dans la pratique aussi des équipes. Et donc, ça va affiner aussi les éléments recherchés et recherchables quand on s'interroge sur un trouble du spectre de l'autisme, notamment chez les personnes qui n'ont pas de trouble du développement intellectuel. On sait qu'il y a actuellement des études au niveau national qui valide l'utilisation de cette échelle en population psychiatrique adulte, qui montre une bonne spécificité si elle est passée par des professionnels connaissant et le TSA et cette échelle. Donc ça peut servir au-delà de la mesure de repérage.
Si on en vient au GEVA, on a bien insisté, et je pense que vous en êtes rendu compte, finalement, le repérage, il sert à l'accompagnement d'une façon générale. Donc, il a été pensé en termes d'évaluation fonctionnelle pendant le repérage, l'utilisation d'un outil qu'on utilise généralement déjà dans les structures médico-sociales, qui s'appelle le GEVA, et qui a été en fait adapté à la population avec un trouble du spectre de l'autisme. Donc, il y a plusieurs régions qui se sont penchées sur des questions supplémentaires et qui ont en tout cas fléché des items cibles qui nécessitent d'être creusés quand on s'interroge sur un trouble du spectre de l'autisme, notamment mes collègues des Pyrénées-Atlantiques et de Bretagne. Sur cet outil, on va pouvoir en fait balayer l'ensemble des domaines de fonctionnement de la personne, à savoir l'autonomie, les capacités dans les échanges, les sorties sur l'extérieur et autres. Et on va graduer en fait le besoin d'aide en termes d'accompagnement et déjà de temps passé par les équipes. Souvent, on se rend compte quand on est avec les binômes et qu'on expérimente le GEVA avec les binômes, qui sont pas toujours en mesure de savoir où mettre la priorité des accompagnements, parce que c'est pas forcément simple dans un accompagnement global. Et finalement, refaire un point à un moment T sur les spécificités de la personne, même quand le diagnostic de TSA n'est pas en tout cas repéré à la fin de la démarche, il y a quand même souvent des axes d'accompagnement ou d'amélioration qui sont perçus par ces binômes et partagés du coup avec les référents. Et c'est aussi l'intérêt de cet outil, c'est-à-dire que même si à la fin du repérage il n'est pas positif, on aura pu faire un focus de l'accompagnement et des axes un peu prioritaires en termes d'accompagnement. Enfin, pour pouvoir arriver à la fin du repérage, on fournit les critères du DSM-5 concernant les troubles du spectre de l'autisme, avec la partie A qui concerne du coup la communication sociale, c'est-à-dire comment la personne elle communique dans les interactions, et la partie B qui va reprendre les intérêts restreints, les routines, les stéréotypies, les particularités sensorielles, les difficultés au changement, et les critères C et D qui vont être en lien avec un trouble qui du coup est congénital et dont les manifestations ne peuvent pas s'expliquer uniquement par un trouble du développement intellectuel. Si je vous fais un balayage rapide des critères DSM. Ensuite, on a des algorithmes qui peuvent être utilisés par les binômes pour voir s'ils ont suffisamment d'éléments pour aller vers un repérage positif. Et s'ils ont un doute, on est joignable à toutes les étapes de ce repérage. Donc, si vous regardez entre les temps chronométrés et la réalité, il peut y avoir une différence, notamment au début, parce que les temps indiqués sont vraiment les temps de passation des évaluations et pas le temps d'organisation associé. C'est-à-dire qu'il faut quand même regarder comment les binômes se sont organisés avec leur association ou leur établissement. On sait qu'on a différentes façons de fonctionner selon nos binômes. Et donc, quand on n'est pas sur site, il faut prendre en compte le temps du déplacement et autres. Et ça, on ne peut pas le faire figurer puisque on n'est pas à l'œuvre sur le déploiement et les stratégies des établissements. Si on regarde les différentes étapes, le CRA intervient sur les formations des binômes, donc avec 2 journées de formation dont on vous détaillera le contenu tout à l'heure. À partir du moment où les 2 premières journées de formation ont été réalisées pour les binômes qui ont été sélectionnés entre guillemets par les établissements, le démarrage du pré-repérage et du repérage peut se faire. Et on vient consolider la formation avec un temps sur les spécificités d'accompagnement dans les 6 mois. Et on est tenu, même si on n'arrive pas à forcément quantifier toutes les personnes inscrites dans cette mesure de repérage, on est tenu, nous, CRA, à partir de vos données, de remonter les données régulièrement de ce que vous avez pu mettre à l'œuvre et de ce que vous avez pu repérer ou justement ne pas repérer. On avait déjà sur le CRA des temps qui s'appelaient des intervisions, c'est des temps en visio où on était en collaboration avec les équipes d'accompagnement sur des pistes ou des compréhensions de freins dans l'accompagnement. Donc, c'est des choses qu'on a continué à faire, y compris avec les binômes de repérage, en augmentant le temps si nécessaire et la fréquence de ces interventions. Et donc, on n'a jamais arrêté cette mission d'accompagnement. Si on reparle des binômes qui doivent être sélectionnés par les établissements, c'est pour ça que c'est important que vous sachiez ce qui est attendu, quel profil de professionnels
peut constituer ou pas un binôme. On sait qu'on peut avoir des choix différents selon les établissements médico-sociaux ou les services sanitaires, puisque c'est pas les mêmes types de professions qui sont représentés. On a à l'heure actuelle un profil vraiment très varié dans les binômes. On peut avoir 2 personnes qui ont la même profession ou 2 personnes qui ont des professions différentes. On attend vraiment une pluralité des binômes pour pouvoir correspondre aussi au fonctionnement de l'établissement dans lequel ils exercent. On a rarement des médecins, on aimerait bien, si possible, en avoir quelques-uns, notamment sur le volet sanitaire, puisque ça permet aussi d'aller vers des confirmations médicales de certains diagnostics, sachant qu'on restera en appui si nécessaire. Et on ne peut pas réaliser l'ensemble des diagnostics associés au repérage positif des différents binômes, puisque notre temps CRA ne nous le permet pas. Au niveau des attentes des binômes, vous verrez que finalement, c'est un enjeu important pour eux. Donc, la sélection et le volontariat des binômes ne doit pas se faire forcément à la légère. Il faut connaître le développement habituel et inhabituel des adultes dans leur trajectoire de vie pour pouvoir justement mieux se saisir des outils de repérage. Il faut aussi avoir une certaine possibilité de conduire des évaluations standardisées, simples, certes, mais quand même des évaluations standardisées, pour ensuite rappeler aux professionnels avec qui ils interviennent leur compréhension du repérage et savoir aussi à quel moment l'équipe support doit être interpellée. Donc, les enjeux importants en pratique, c'est de pouvoir donc procéder à un examen clinique du développement chez un adulte avec autisme, avec des outils qui sont recommandés, de pouvoir utiliser les outils de repérage de l'autisme chez des adultes qui présentent des développements atypiques, de pouvoir mettre en œuvre les premières actions qui vont contribuer à soutenir la mise en place d'accompagnements adaptés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le binôme soit aussi moteur dans les changements d'accompagnement qui peuvent découler de ce que vous allez pouvoir repérer et des spécificités de fonctionnement que vous allez pouvoir repérer chez les personnes accompagnées. Et il faut bien sûr être acteur de la démarche de repérage au sein de la structure. Ça veut dire être moteur, être investi et impliqué dans cette démarche pour qu'elle puisse porter ses fruits après et qu'elle puisse profiter autant aux professionnels qu'aux personnes accompagnées. Et qu'aux différentes équipes aussi dans lesquelles les binômes peuvent intervenir. Si on fait un petit focus sur les enjeux pour les binômes, puisque c'est parce que notre première expérience nous a montré que certains professionnels qui avaient été ciblés pour ces binômes de repérage, en fait, ne savaient pas du tout dans quoi ils se lançaient, ce qui a pu du coup être assez difficile ensuite pour la mise en œuvre, puisqu'ils pensaient davantage venir pour une formation. Alors en effet, il y a un temps de formation, mais il y a aussi une formation surtout aux outils de repérage, de pré-repérage et de lien entre le repérage et l'accompagnement. Donc c'est vrai que c'est des enjeux qui doivent être connus pour que à la fois les établissements et les personnes engagées soient bien au fait de ce qui est attendu par chacun des différents acteurs. Les missions de l'équipe support du CRA, elles sont sur 2 domaines. Donc, le domaine de la formation, notre objectif, c'est de former les binômes, comme on le disait à l'instant. Il y a un premier temps qui est proposé avec 2 journées de formation. Ça va être la formation au processus de pré-repérage et de repérage et à l'utilisation des outils d'évaluation. Et il y a un deuxième temps qui est proposé avec une 3e journée de formation où là, on va vraiment sensibiliser les professionnels à l'adaptation de l'accompagnement pour les personnes avec autisme. Ce temps-là de formation sur la 3e journée est proposé au plus tard 6 mois après les 2 premières journées de formation aux outils de repérage et de pré-repérage. Le deuxième domaine dans lequel on intervient, c'est dans l'accompagnement des binômes. Nous, notre objectif en tant qu'équipe support au CRA, c'est de pouvoir proposer un accompagnement de proximité au maximum, notamment avec des créneaux d'échange en visio qui sont proposés très régulièrement, où en fait on propose des créneaux sur un système de réservation en ligne où les binômes peuvent s'inscrire quand ils le souhaitent pour poser les questions qu'ils ont par rapport à la démarche. On a un référent mail qui est désigné par quinzaine de jours pour pouvoir être réactif aux questions qui sont posées par les binômes. Et il y a des inscriptions qui sont possibles sur des temps d'intervision en cas de difficulté en lien avec l'aménagement de l'accompagnement pour les personnes qui ont été repérées ou qui sont en cours de repérage.
Donc, c'est vrai qu'on a utilisé des outils qui étaient déjà à notre disposition pour pouvoir faciliter le déploiement de cette mesure. C'est vraiment important de se dire qu'on a déjà l'occasion d'accompagner les binômes, les structures qui accompagnent des personnes avec un trouble du développement intellectuel et pour lequel le diagnostic n'est pas encore établi ou n'a pas été pensé de trouble du spectre de l'autisme. Il n'y a aucun risque dans la population avec un trouble du développement intellectuel à repérer des éléments du trouble du spectre de l'autisme de façon trop positive. C'est-à-dire que ce qu'on va amener comme formation et information concernant l'accompagnement des adultes avec un trouble du spectre de l'autisme et un trouble du développement intellectuel va servir de toute façon aux personnes qui n'auraient, entre guillemets, que un trouble du développement intellectuel, puisque on va gérer la communication, la structuration, on va analyser les comportements, la sensorialité, et qu'il n'y a pas de préjudice possible, en tout cas avoir un repérage positif dans cette population. Quand le trouble du développement intellectuel n'est pas présent, on sait qu'il y a plus d'enjeux sur la question du diagnostic, mais sur ces profils-là, il n'y a vraiment aucun risque négatif pour les personnes et pour les professionnels. On sait souvent que dans les structures qui accueillent des personnes avec un trouble du développement intellectuel, lorsqu'une personne présente un trouble du spectre de l'autisme, finalement l'ensemble des autres résidents ou patients bénéficient des spécificités d'accompagnement puisque l'équipe élargit ses propositions. Donc, si on vous fait un récapitulatif, on a d'abord la phase de pré-repérage avec des questionnaires qui vont aller chercher des signes pouvant correspondre à un trouble du spectre de l'autisme et des terminologies diagnostiques qui auraient pu correspondre si on l'avait transposé en classification actuelle à un trouble du spectre de l'autisme. On a des évaluations directes et indirectes de la personne pour comprendre son fonctionnement et chercher les particularités de l'autisme dans le développement et dans l'observation directe, pour ensuite aller vers des accompagnements les plus ajustés possibles aux besoins qui auront été mis en avant pendant le repérage. On va aussi à la fin transmettre à la famille et à la personne une attestation de repérage positif ou négatif. Et s'il y a besoin, le CRA pourra être aussi sollicité sur les situations dites complexes, pour en tout cas aller plus loin. Célia, je te laisse là. J'ai vu que tu étais prête. Vous y avez bien accès? Là, moi, j'ai rien qui n'apparaît sur mon écran. Ah, alors c'est marqué qu'il est lancé. Je recommence. Est-ce que c'est bon cette fois? Non. Moi, Alors, attendez. on va le faire à l'oral, si ça marche pas, on soulage. Est-ce que là, c'est mieux? Toujours pas. Ça, c'est l'effet webinaire. Je recommence. Ah, je sais pourquoi. Là, ça devrait être mieux. Ah oui. Donc finalement, là, cette fois, vous avez deux questions. La première, c'est est-ce que les enjeux pour les binômes vous semblent clairs? Et est-ce que les enjeux pour les directions, chefs de service ou établissements vous paraissent clairs? C'est deux questions qui nous paraissent importantes puisque on s'est rendu compte qu'on n'avait pas assez poussé cette information lors de la première session. Donc on attend vos réponses avec une curiosité saine sur la suite des échanges, notamment avec l'ARS. Alors, les enjeux pour les binômes semblent très clairs, peut-être un peu moins au niveau de la direction. Je vais partager dans quelques secondes. J'attends que tout le monde ait pu répondre. Voilà, je vous le partage. Ok. Donc, en effet, on voit que ça vous paraît clair pour les binômes, parce qu'on a bien insisté avec mes collègues sur leur place. En fait, les directions vont avoir un rôle particulier, c'est-à-dire qu'ils vont être facilitateurs à la fois dans le choix des binômes, sachant que j'ai vu apparaître le terme d'IPA et autres. Il faut imaginer qu'il n'y avait pas encore un grand accès aux IPA quand on a lancé la première saison, donc je pense que
Il n'y a pas de contre-indication. Les infirmiers, déjà, faisaient partie du listing possible, sans parler d'IBA. Ils vont aussi être facilitateurs sur la partie logistique, c'est-à-dire comment avoir accès au dossier, comment être sûr que l'équipe est mobilisable au moment où le binôme va passer, sachant qu'on peut avoir un binôme par service, par établissement, par association qui se déplace sur plusieurs services, plusieurs établissements, plusieurs binômes sur plusieurs établissements qui se déplacent dans plusieurs services. Enfin, il y a beaucoup de configurations possibles. Et donc là, les directions, les chefs de service et les directeurs d'établissement ont un rôle à jouer par rapport à ça, mais également sur la partie informatique. En fait, il faut imaginer que la remontée des données, elle passe par un tableau Excel à remplir tous les 3 mois sur des données diverses, à savoir le nombre de personnes, leur tranche d'âge, le nombre de personnes pré-repérées, repérées. Donc, on a quand même des éléments un peu informatiques et quantitatifs à pouvoir fournir. Et certains binômes sont moins à l'aise que d'autres sur cette partie-là. Donc, c'est vraiment la coopération entre le terrain et la logistique et les chefs d'établissement qu'on a pu percevoir comme facilitateurs. Dans les freins aussi qu'on a pu voir au niveau national, hein, pas que sur notre territoire, on a besoin d'avoir l'autorisation des représentants. Et donc, ça demande parfois qu'il y ait d'autres professionnels qui soient mobilisés, les assistants sociales, les cadres de service, les référents de la personne autre que les binômes, parce que cette étape-là est nécessaire pour aller plus loin sur le repérage. Donc c'est en ça que les établissements, direction et chefs de service sont soutien à la mise en œuvre de la mesure de repérage. Pour pouvoir aller plus loin sur les informations, mais aussi sur le concret de la mesure de repérage, on a fixé des dates. Je laisse peut-être Madame Delzola rappeler qu'on a proposé une date butoir d'engagement des établissements, services et directions. Donc, si l'ensemble de ces éléments transmis est clair pour vous, vraiment, nous vous invitons vraiment à vous engager. Et donc, on a fixé bien sûr la date du 1er mars pour pouvoir après gérer l'organisation et les lancements des formations et l'organisation au sein du CRA des, des, mmh, des travaux. Donc, n'hésitez pas de toute façon voilà, à contacter le CRA. Et puis, vraiment, nous vous invitons, vraiment, même si c'est mobilisant, on l'a déjà dit, hein, vous avez pu identifier tous les leviers que l'inscription dans cette démarche pouvait avoir aussi bien pour les personnes, mais aussi pour les équipes et pour l'ensemble de l'établissement. Donc, souligner aussi que la période des entretiens professionnels après ou a pu déjà démontrer par rapport à des échanges que nous avons pu avoir des équipes, enfin, des établissements, que c'était aussi un levier pour certains professionnels pour voilà, faire de la formation, s'engager dans des dynamiques au sein de l'établissement, même s'ils ne pouvaient pas être valorisés différemment. Voilà, donc ça, c'est vraiment un atout. Et puis, il faut aussi souligner que les professionnels qui accompagnent des personnes qui n'ont pas encore été repérées avec un trouble du spectre de l'autisme déploient déjà plus de moyens, plus d'énergie, plus de fatigue dans l'accompagnement, puisque les spécificités en lien avec le TSA prennent dans les faits plus de temps. Donc, c'est déjà des professionnels de terrain qui peuvent être reconnus dans leur travail au quotidien. C'est le CRA qui va centraliser les inscriptions dans la démarche. On en fait forcément retour de façon très régulière à l'Agence régionale de santé, tout simplement parce que ça nous permet d'avoir la base pour ensuite vous contacter, être contacté par les différents binômes établissements, mais aussi pouvoir faire remonter les différentes données. Cela n'empêche pas ensuite que les inscriptions soient régulièrement retransmises à l'ARS. On a défini pour l'instant 3 jours de formation de façon certaine, 4 jours de formation certaine. La date de Nantes est en cours de consolidation. On peut être sûr de la date de butoir pour l'inscription. Il faut imaginer qu'on essaye d'être au plus près des acteurs, mais si les dates ne conviennent pas, il peut y avoir des échanges interrégionaux
Et pour les deuxièmes journées qui sont vraiment la mise en pratique des outils de façon intense, plusieurs modalités seront possibles en présentiel et ou en distanciel selon les disponibilités des binômes qui auront été repérés. Je vais vous proposer peut-être qu'on fasse un récapitulatif des questions les plus fréquentes dans le chat. Et ensuite, si vous avez d'autres questions, vous pouvez lever la main. Il y a une option lever la main dans Zoom, et donc on verra les mains levées pour ouvrir les micros. Est-ce que Célia, tu peux déjà Oui. récapituler si tu avais des questions Tout à fait. Alors, tu as déjà répondu un peu à la question de qui pouvait être engagé dans les binômes, la question aussi de la particularité des ergothérapeutes dans ces binômes. Voilà. Une question plus générale sur la raison qui fait que particulièrement on se centre sur les TSA et non sur les TND en général. Alors, on se sent sur les TSA puisque si on regarde les TND d'une façon générale, les accompagnements les plus spécifiques et les plus poussés concernent les troubles du spectre de l'autisme. Et ce qu'on va proposer dans d'autres TND, que ce soit le trouble du développement intellectuel, le trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, vont de toute façon tirer bénéfice de ce qui est proposé dans les TSA, puisque c'est des axes un peu similaires sur les particularités de ces TND, mais de façon beaucoup plus poussée dans les TSA. Donc finalement, en tout cas, quand on va travailler sur la partie TSA, ça va nous permettre aussi d'avoir des pistes pour du TDAH, pour du trouble du développement intellectuel, qu'on aurait exploré si on avait exploré que le TDAH ou le TDI de façon générale. Question suivante, peut-être autour de la limite de l'intervention des binômes. Est-ce qu'ils sont centrés seulement sur leur établissement? Est-ce qu'ils seront amenés à intervenir de façon plus large? Alors, c'est vraiment les directions responsables des binômes qui sont en mesure de choisir. J'ai envie de dire, on n'a pas de parti pris. Donc, s'il y a des échanges de binômes entre associations, c'est aux associations, entre guillemets, de voir entre elles comment elles veulent faire bénéficier de ces binômes-là sur le territoire. Auquel cas, il faudrait qu'il y ait une coopération entre établissements. On sait à l'heure actuelle qu'on a des binômes, on a des trinômes, on a des quadrinômes, parce qu'il y a vraiment des configurations qui nécessitent de la créativité. Donc, on a déjà des fonctionnements qui divergent selon les associations inscrites ou selon les modalités ou la taille d'ailleurs des établissements et des associations. On pourra être force de réflexion avec vous, hein, mais on n'a pas vraiment de cadre limitant sur l'organisation. Par contre, on ne va pas aller obliger un binôme d'établissements sanitaires à aller dans telle ou telle association, et on ne va pas forcer non plus un binôme qui appartient à une association d'aller dans une autre s'il n'y a pas une coopération entre les deux associations. C'est vraiment aussi un choix des porteurs, entre guillemets, administratifs des binômes aussi. Et des binômes eux-mêmes, hein. Je pense que c'est important de leur demander leur avis. Et un petit peu pour faire le lien, est-ce que du coup, très concrètement, en Mayenne, on a déjà des binômes formés et opérationnels? C'est la question qui Eh fait un ben, peu là. il n'y avait aucune structure engagée dans la Mayenne, donc on peut vous dire que c'est le seul département où on n'a pas encore d'action par rapport au binôme. Par contre, on a déjà eu des équipes de Mayenne en intervision autour de l'accompagnement et du diagnostic. Donc, c'est des choses pour le diagnostic, on a d'autres temps qui existent qui s'appellent des staffs diagnostiques. Donc, les équipes peuvent nous solliciter par les staffs ou par d'autres moyens, hein, d'une façon générale. Et en effet, la Mayenne, c'est une première lancée, pareil pour les établissements psychiatriques. On n'a pas encore de binôme dans les établissements, mais on sera force de proposition sur cette configuration différente. Mais nous savons déjà que suite au premier webinaire, il y a notamment un des établissements, mais je n'ai pas d'autres éléments portés à ma connaissance, un des établissements compte s'engager. Une question qui revient aussi souvent au niveau des binômes déjà inscrits et engagés, en termes d'accès au dossier. Et dans certaines structures, et là notamment la question se pose sur les ESAT, il y a une difficulté, voire une absence d'accès au dossier, et comment dans ce cas-là on peut prendre en compte le pré-repérage.
C'est aussi le cadre qui a été demandé au niveau national. On a demandé comment on pouvait avoir pas des habilitations, mais comment les binômes pouvaient avoir accès justement au dossier des personnes. Pareil, au niveau de l'hôpital, on sait que ça va nécessiter une réflexion des cadres de santé sur la partie accessibilité ou pas et partage du secret professionnel et partagé. Donc, c'est des choses qui sont aussi en train d'être consolidées au niveau national. Il y a des établissements où ça n'a jamais posé de problème, donc le cadre posé au niveau gouvernemental n'avait pas réfléchi à toutes les particularités. On a déjà des régions qui ont trouvé des solutions, donc on pourra vous faire part de ce qui a déjà été proposé par d'autres régions, sachant qu'on fait partie des régions qui avons bien avancé sur ce repérage, des régions beaucoup moins avancées que la nôtre sur le déploiement. Pour C'est re- pour ça que j'ai pas une réponse archi précise, parce que ça dépend aussi du cadre d'intervention et du type d'établissement. Pour revenir sur la question précédente, il y a un binôme qui intervient en disant qu'il va se lancer du côté de la Mayenne. Donc, c'est la Masse d'Evron qui nous transmet l'information qu'ils vont se lancer dans la mesure. Et on sera là. On est déjà là, donc on sait déjà faire. Une question organisationnelle sur la prise en compte du temps et du temps consacré par les binômes en termes de gestion RH. Du coup, et de la prise en compte, est-ce qu'il y a une modalité de compensation? La question exacte. Alors, je vais peut-être laisser la parole à l'ARS, puisque je suis moins à même de répondre précisément. D'un point de vue clinique, j'en profite, moi, c'est plutôt ma partie du travail. Il faut imaginer aussi qu'il y aura des transferts de temps d'une façon générale. Il faut imaginer que quand on est plus à l'aise avec l'accompagnement d'un résident, ça va solliciter moins de temps, de réunions pour réfléchir à l'accompagnement aussi, ou de situations de gestion de crise. Donc il y a des temps qui vont à un moment ou à un autre s'équilibrer. On sait qu'au départ, ça va prendre un peu plus de temps, à la fois pour les journées de formation, mais aussi pour se lancer dans le repérage. Par contre, il y a des phénomènes de gain de temps qui sont pas forcément mesurables, mais qui seront effectifs quand même. Et puis, oui, on l'a mentionné, c'est vrai qu'il n'y a pas entre guillemets «d'enveloppe» prévue et dédiée à ces remplacements. Néanmoins, l'ARS, en cas de difficulté majeure, pourra étudier, vous pourrez vous rapprocher de nous, et nous pourrons étudier, la situation. Mais c'est vrai qu'en ayant, une prise en charge plus adaptée, des équipes, mieux formées, de ce fait-là, moins peut-être, se retrouvant moins en difficulté, cela peut aussi générer moins d'absentéisme. Donc en fait, on est vraiment dans un cercle vertueux, hem, dans les prises en charge et dans la qualité de vie au travail, et Parce que ces personnes-là, en fait, sont déjà accueillies, déjà accompagnées et prennent déjà du temps pour les différentes équipes. Donc, c'est des choses qu'on peut déjà, on le sait, que ces personnes, elles sont déjà accueillies. Donc voilà, c'est vraiment un ratio qu'on ne peut pas entièrement mesurer, mais plus l'accompagnement est spécifique, moins les équipes sont en difficulté. Et donc il y a vraiment des choses qui ne sont pas quantifiées. En tout cas, vraiment, c'est un retour optimiste que je cherche à vous véhiculer. Une autre question peut-être autour de l'engagement des responsables de service. Est-ce qu'il est possible qu'ils soient formés en plus des binômes? Oui. On a des chefs de service qui sont venus surtout pour comprendre la méthodologie, voir les outils et réfléchir après à la partie logistique, au tableau Excel et autres. Donc on peut avoir des binômes inscrits et au moment des journées de formation, nous informer que les chefs de service, les cadres de santé et autres viendraient ou viendront participer sur ces temps de formation, juste pour que nous on s'organise d'un point de vue logistique de salle. Mais bien entendu, ça permet même une facilité, enfin, ça facilite le travail des binômes si leur action est bien maîtrisée de A à Z sur le déroulement du pré-repérage et du repérage par les encadrants, ça, c'est sûr. On n'a jamais fermé de porte. Il n'y a pas de frein.
Du coup, en termes, alors il y a une question, je ne voudrais pas la dénaturer. La question est peut-être au niveau organisationnel. Comment les équipes interpellent-elles le binôme pour un repérage, pour les signes d'appel? Et donc, j'imagine que c'est plutôt en termes d'organisation Est-ce du que, est-ce travail que du la binôme. personne est OK d'expliquer ce qu'elle attend? Est-ce que vous pouvez ouvrir un micro? Ah oui, je vois qu'elle a levé la main. Mince, petit souci technique. Donc, les micros s'ouvrent automatiquement. Ne cherchez pas à toucher votre micro, sinon vous allez l'éteindre. Voilà. Je suis désolée, je n'arrive pas à accéder. Ah voilà. Je pense attends, j'ai peut-être la main. Voilà, pardon. J'étais un peu. Est-ce que c'est bon pour vous? Attendez. Oui. Merci, Oui, Madame Roseau. donc Chantal Roseau, Epsilon Blin. J'avais une question, alors j'ai pas pu avoir le tout début du webinaire, mais par rapport, donc si on, dans un établissement de psychiatrie, si on fait plusieurs binômes, alors je pensais entre autres à la pratique en ambulatoire, parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup, notre file active est essentiellement en ambulatoire. Comment une équipe voilà, d'un CMP se dit tiens, je vais interpeller le binôme parce que là j'ai un petit doute. Voilà, est-ce qu'on va pas faire le repérage de toute la population? Donc voilà, Non, je me dis, est-ce qu'il y a un guide par rapport à ça, ou voilà, comment on accompagne nous les équipes pour qu'elles puissent interpeller le binôme, si on le met en place, qu'on mettrait en place par exemple. alors, j'ai une petite question pratico-pratique. Est-ce que vous Oui. parlez du binôme de repérage ou du duo de professionnels de l'équipe support du CRA? C'est parce Non, que, non, le binôme de repérage qu'on pourrait mettre en place par exemple. alors, qu'une équipe d'Epsilon, par exemple, interpelle son propre binôme de repérage, Voilà. ça, c'est plutôt ce que vous aurez comme priorisation des situations. Normalement, la mesure de repérage, elle n'est pas censée être limitée en termes de personnes, donc il n'y a pas un nombre de personnes. Par contre, il peut y avoir un choix stratégique de se dire quand l'équipe de terrain s'interroge déjà sur un TSA, c'est par ces personnes-là qu'on va commencer le repérage. D'accord. Moi, je veux dire, il n'y a pas d'outils de guide qui ont été travaillés à ce niveau-là. Non, par contre, il peut y avoir des critères de priorisation Mmh. d'intervention, c'est-à-dire que comme les moyens peuvent être limités, on va d'abord choisir d'aller vers les situations où l'accompagnement est le plus difficile et on s'est posé la question d'un TSA, voilà, vous pouvez aussi graduer à quel moment vous allez solliciter le binôme par rapport à des situations plus simples d'accompagnement. Et si l'accompagnement ne pose actuellement pas de problème, c'est vrai que c'est peut-être pas les situations qui sont prioritaires. D'accord. Mais il peut y avoir en tout cas des grilles faites pour les établissements médico-sociaux et ou sanitaires, réfléchis sur la priorisation de l'ordre, entre guillemets, d'interpellation. D'accord. Pour vous donner un Merci. exemple, sur le médico-social, on a des établissements qui ont choisi de faire tous les pré-repérages d'un coup. Donc, ils ont balayé tous les dossiers qu'ils avaient à disposition. Et une fois qu'ils ont fait tout ça, ils sont passés à la phase de repérage, pardon. Et on a des établissements qui, à l'inverse, ont choisi juste une unité et ont fait pré-repérage, repérage pour tout le monde. Et on en a d'autres, ils ont fait le pré-repérage puis le repérage sur les situations qui déjà les interpellaient pour se faire la main parce que la probabilité était déjà plus élevée. Donc vraiment, on a des expériences diverses des différents binômes. D'accord, merci. Est-ce qu'on a déjà l'expérimentation d'un binôme dans un établissement de santé mentale, psychiatrie? Alors, sur les Pays de la Loire, non. Sur la France, oui. Notamment chez nos collègues avec qui j'ai des liens très fréquents du Nord-Pas-de-Calais, où les établissements sanitaires sont déjà très fortement engagés dans cette mesure de repérage. Notre travail est aussi de faciliter les partages d'expériences avec d'autres types de structures équivalentes. Donc, on pourra, si nécessaire, mettre en lien d'autres régions qui ont déjà des binômes dans le milieu sanitaire et dans les hôpitaux psychiatriques. Voilà, notre travail il est facilitateur là-dessus, puisqu'on a un réseau national qui nous sert à ça. D'accord, merci. De rien.
Un petit peu dans le même thème, on va dire, est-ce que ça peut être un travail qui ferait partie de l'activité des équipes mobiles, TSA? Alors, ça peut faire partie des équipes mobiles d'une façon générale. Ça peut aussi faire partie de certaines équipes de centres de réhabilitation psychosociale qui, sur d'autres régions, ont un rôle à jouer dans le repérage, sachant qu'on a aussi des liens avec d'autres casquettes et d'autres mesures de la stratégie nationale avec certains CREAPS et équipes mobiles. Donc, il n'y a pas de réponse absolue à la question, mais oui, les équipes mobiles peuvent tout à fait être aussi formées puisqu'elles sont déjà en déplacement, elles ont déjà cette mission-là. Est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de quantifier en pourcentage, là, et demander la question, mais le temps d'investissement des binômes sur la mesure? Alors, c'est très variable selon les professionnels qui constituent le binôme. On voit bien que on peut avoir plus de temps nécessaire au démarrage quand on est moins habitué à l'utilisation des outils. On a des binômes, par exemple, psychologues et éducateurs qui sont déjà très formés et habitués aux personnes avec un trouble du spectre de l'autisme pour qui les outils et le maniement des outils de pré-repérage et de repérage sont moins difficiles que certains binômes moins expérimentés, en tout cas dans leur profession et ou dans leur parcours. Donc un temps absolu, c'est vraiment pas facile pour moi de quantifier. Par contre, on a déjà un retour sur les pré-repérages déjà réalisés et ceux qui étaient positifs par rapport à ceux qui étaient négatifs. On a globalement, dans les retours qu'on a déjà eu ces 2 dernières années, environ 40% de pré-repérage positifs. Et comme il y en a qui ont fait d'abord tout le pré-repérage avant le repérage, on a moins de données quantitatives sur la partie finale en termes de ratio TSA non, TSA retenu à la fin. Alors, une petite question à laquelle peut-être il y avait déjà des réponses, mais peut-être que là, c'est des demandes de précision sur la suite après le travail de repérage, donc au-delà de l'adaptation, de l'accompagnement, je suppose, si je ne me trompe pas la question, ne défends pas la question. Est-ce qu'il y a, enfin, je pense que la question, elle est est-ce qu'au-delà de l'aménagement, de l'accompagnement et peut-être la formation des équipes, est-ce qu'il y a d'autres suites envisagées? Peut-être la personne qui l'a posée souhaiterait préciser si je ne traduis pas bien sa question. Je vous ouvre le micro. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, bonjour, je suis Maud Lardy, psychologue. Je vous pose la question parce que moi, je travaille notamment là, dans structure adulte en ESAT et je me posais cette question de la suite de ce travail de repérage diagnostique que je trouve intéressant, hein. En termes plutôt de modalités d'accompagnement, parce qu'en ESAT, on est dans une spécificité, on est aussi très mené par l'activité professionnelle et où finalement l'accompagnement vient servir, je dis ça en résumé, mais vient servir aussi la possibilité de la personne d'être bien au travail. Donc on n'est pas sur des valeurs médico-éducatives pures de la même manière que dans un foyer, ou vous voyez. Alors, c'est une juste question, hein, ça peut se poser aussi pour les centres de réhabilitation ou les post-cures psychiatriques, hein, cette question Oui. d'insertion professionnelle. On a au CRA sur la région une professionnelle qui est référente insertion pro, aussi bien sur la région, elle a aussi des missions au niveau national. On a déjà des temps d'intervention qui existent sur justement les personnes avec un profil de type ESAT ou dans le cadre de l'insertion pro. Donc, c'est des choses qu'on a aussi déjà l'habitude de guider sur les aménagements pour favoriser l'autonomie et l'insertion professionnelle. Donc, on est d'accord que c'est pas exactement les mêmes spécificités éducatives ou en termes d'accompagnement. Cependant, d'avoir bien cerné le spectre de l'autisme chez ces travailleurs, ça va aussi permettre de mobiliser des ressources au niveau professionnel spécifiques, des C'est aménagements ça. de poste, Oui. des formations des entreprises, puisqu'on on a des outils de sensibilisation pour les entreprises qui existent pour les personnes avec TSA, et on est formateur pour ces outils de sensibilisation dans le monde du travail.
Donc, en fait, on va profiter de nos différentes missions et ressources au niveau du CRA pour les différents profils qui pourraient passer par cette mesure de repérage. Et ce qui nous permettra de pouvoir accueillir des personnes avec des troubles du spectre autistique qu'on ne pense pas spontanément dans les établissements, dans les ESAT, et qui peuvent y avoir leur place, hein, pour autant, et d'accompagner aussi l'inclusion au milieu ordinaire. Tout à On a fait. besoin de ces outils-là, pour ce type de profil-là, en tous les cas. Alors, c'est des choses qui existent déjà, hein, donc si jamais Ouais, ben je sais vous pas. souhaitez, n'hésitez pas, on a D'accord. cette mission d'information qui pourrait Ok. servir. Alors, à moins d'un oubli, je pense que l'essentiel des questions a été traité maintenant. Est-ce que si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas à lever la main. On va baisser la main parce qu'on ne sait pas si... Oui, j'ai baissé. Si une Est-ce personne à que, qui ça n'avait pas été Julie et répondu. Célia, sur la partie suivi et post-repérage, vous qui êtes davantage en lien avec les binômes, il y a des choses que vous voulez compléter? Du coup, je me permets peut-être juste préciser un peu l'importance des temps, en tout cas ce qui a été relevé par les binômes, des temps d'échange en visio lorsqu'ils sont inscrits ou des temps d'échange spontanés, hein, d'ailleurs, sur message, lorsqu'on est sollicité directement. Les retours des binômes sont toujours assez positifs et sur ces temps qui leur permettent souvent de débloquer des situations ou des questionnements particuliers par rapport à notamment à l'accompagnement des familles ou à la mise en place ensuite de l'accompagnement, en tout cas de l'adaptation de l'accompagnement après le repérage. Voilà, donc n'hésitez pas en tout cas à encourager les binômes à s'y inscrire et à nous solliciter. On est disponible pour ça et on essaie d'être assez réactif. Et voilà, c'est plutôt, les retours sont plutôt positifs sur ces temps-là. Donc voilà, ils sont intéressants, il semblerait en tout cas intéressant de les utiliser. Mm. Je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, parfois, on a des binômes qui nous sollicitent en nous disant bon, bah voilà, on a réservé un créneau, mais on n'était pas sûr parce que on a un petit problème, mais en même temps, c'est pas un gros problème. Donc, on savait pas si ça nécessitait quand même que on vous sollicite. Il y a vraiment aucune porte d'entrée, même si vous voulez réserver un créneau d'une heure avec nous, juste pour vous assurer que les outils ont été bien cotés ou que voilà. Il faut vraiment pas hésiter. Nous, on a du temps qui est dédié à ça. On a des créneaux qui sont disponibles. Il faut vraiment pas hésiter à s'en saisir pour qu'on puisse vous accompagner tout au long de la démarche. Et il n'y a pas de nombre de créneaux limité par établissement ou par binôme. Il y a très souvent des binômes qui nous disent aussi, bon, bah voilà, on a réservé le créneau, mais on attendait un peu d'avoir plein de choses à vous dire. Vous pouvez réserver plusieurs créneaux. Il n'y a pas de limite par binôme. Donc, il faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. On est là pour ça et si on peut être utile, c'est vraiment bien. On a aussi pu voir que finalement répondre à nos questions au départ, ça permet d'être beaucoup plus à l'aise après pour le lancement plus large de la mesure de repérage. Une question très pratique à laquelle je n'avais pas complètement répondu. Est-ce que le diaporama, ou en tout cas un PDF, sera transmis ensuite? Il sera Sera bien transmis transmis. aux personnes inscrites et puis il y aura une session de visionnage possible sur notre chaîne YouTube. Mais là, je crois que la question portait peut-être sur le courrier d'invitation qui va être envoyé par l'ARS sur la mesure. Alors peut-être que j'ai pas compris la Non, question. c'est qu'il y avait une question avant et encore une avant sur la question du diaporama. Je Ah oui, n'étais pardon. pas Oui, encore oui, venue à ok. cette question, mais oui, Oui, tout à fait. Et est-ce que Célia, du coup, je peux te demander de lancer la dernière question parce que je sais que la dernière fois, on l'a oublié. La dernière question Le ou le dernier dernier sondage. sondage, hein, c'est ça. Je le lance immédiatement. Est-ce que vous y avez bien accès? Oui. Alors, donc la question était, êtes-vous prêt à vous engager? Alors, pour l'instant, sur les personnes qui ont répondu, c'est plutôt oui. Et c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Peut-être quelques personnes qui manquent d'informations suffisantes encore pour pouvoir s'y engager.
Il ne faudra pas hésiter parce que des fois, il faut un peu digérer aussi et les questions peuvent venir après. Au même titre que pour l'inscription, c'est sur notre adresse mail. Vous pouvez aussi poser les questions sur cette même adresse mail contact@cra-pays-de-la-Loire. Je diffuse les résultats. Juste, une personne nous dit qu'effectivement, ça sera remonté en réunion de direction. Donc voilà, essentiellement quand même 74% de oui, avec 2 non et quelques personnes qui se questionnent sur des manques d'informations. On va vous laisser digérer, poser les questions a posteriori si vous avez besoin, demander des compléments d'information et on y répondra, l'ARS et le CRA, selon nos spécificités et nos réponses possibles. On va vous remercier de votre attention et de votre participation nombreuse aujourd'hui. Madame Delva, peut-être que je vous laisse clore la session. Vraiment, je remercie encore à nouveau l'ensemble des équipes du CRA et qui donnent envie, en fait. Ça, je pense qu'on peut vraiment le souligner. Et puis, j'invite vraiment l'ensemble des établissements et des équipes à s'engager dans la démarche. On a déjà vu vraiment la plus-value que ça pouvait avoir et notamment les travaux aussi en lien avec le national et les permettent de gagner en expertise et en professionnalisme dans l'accompagnement des personnes avec TSA. Merci à tous et on Merci. compte sur vous. Au revoir. Au revoir. Tu peux arrêter l'enregistrement.